Un accident d'hélicoptère qui pourrait provoquer une guerre, une nouvelle révolte en France, un premier ministre criminel de guerre bientôt sous mandat international et le procès de Trump. Après 3 jours d'absence, l'actu réfractaire revient dans cette période très riche en informations. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre quotidienne d'informations critiques et pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et on va commencer par une histoire. Dimanche, les médias ont commencé à répéter une information assez floue. L'hélicoptère du président iranien aurait été impliqué dans un accident. Alors, dans un premier temps, les autorités iraniennes disent de ne pas paniquer. L'administration iranienne a envoyé 73 équipes de sauvetage avec le soutien de 32 secouristes turcs et une cinquantaine de spécialistes russes des opérations de sauvetage. 15 heures plus tard, l'État iranien annonce la mort du président iranien et du ministre des Affaires étrangères dans un accident d'hélicoptère. Ils participaient tous deux à une inauguration en Azerbaïdjan d'un barrage. Le véhicule s'est écrasé à la frontière, côté iranien, dans une région montagneuse près de la ville de Jolfa. Et ça, c'est une information importante. Et là, il faut quand même se rappeler des menaces répétées entre l'État israélien et iranien, du récent bombardement du consulat iranien en Syrie et du grand bombardement symbolique de l'armée iranienne en Israël. Et là, d'un coup, le président iranien meurt. C'est quand même chaud en vrai. Et nous, quand on a entendu ça, on a pensé direct à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, qui a quand même été le déclencheur de la Première Guerre mondiale. Si l'État iranien accuse l'État israélien de la mort du président, eh bien ça va justifier une escalade militaire qui peut entraîner, par jeu d'alliance, l'entrée en guerre de l'armée états-unienne pour protéger son pied-à-terre israélien au Moyen-Orient et de l'armée chinoise qui a besoin de l'immense pompe à essence iranienne. On est donc dans une situation qui est extrêmement tendue. Mais l'État iranien annonce que le crash de l'hélicoptère est dû à une défaillance technique. Alors que ce soit vrai ou pas, la mort du président ne va pas devenir un casus belli. C'est-à-dire que ce sera pas un prétexte à la guerre pour la région. En réalité, le président en Iran n'est qu'un exécutant. En Iran, le pouvoir il est détenu par le guide suprême, grande autorité à la fois religieuse, politique et militaire. Le président est donc celui qui représente et applique la politique de l'État, décidée par d'autres. Et même avec la mort du président, l'État continue de fonctionner et d'appliquer la même politique. Par exemple, si Poutine meurt en Russie, eh bien là c'est toute la centralisation de l'État autour d'un homme, qui est une immense figure publique, qui tombe. Cela provoquerait de grandes guerres internes pour le remplacer, une potentielle explosion du bloc des dominants entre l'armée et les industriels, et cela pourrait aussi pousser les opposants ou le peuple à sortir dans la rue, faire pression et bouleverser le rapport de force. Mais rien de tel en Iran, c'est un fonctionnaire de l'État qui est mort, pas un dirigeant. Alors, est-on à l'abri d'un conflit au Moyen-Orient? Pas si sûr si l'on en croit le New York Times. Les tensions internationales sont toujours là, en Iran, notamment avec le programme nucléaire iranien. La semaine dernière, le défunt ministre des Affaires étrangères avait rencontré en Russie des représentants de l'ONU qui demandaient un accès aux informations de leur programme d'enrichissement de l'uranium. L'armée iranienne cherche à construire une bombe nucléaire, ce qui pourrait renverser les équilibres de la région. Le programme d'enrichissement continue, tout comme leur programme militaire sur les missiles et les drones. Récemment, l'armée iranienne avait prouvé qu'elle était capable de coordonner une attaque simultanée de 350 missiles contre l'État israélien. Ils avaient prévu où ils allaient frapper pour éviter les morts, mais la démonstration reste assez forte. L'armée iranienne continue aussi d'armer les Houthis qui perturbent l'accès au canal de Suez, faisant payer une forte somme aux compagnies de transport qui voudraient y passer. La semaine dernière, la directrice du renseignement états-unien avait déclaré au Sénat que l'Iran devient de plus en plus agressif dans ses efforts et cherche à attiser la discorde et à saper la confiance dans nos institutions démocratiques comme nous l'avons vu faire lors de cycles électoraux précédents. La politique iranienne reste un adversaire de l'État états-unien. La dépendance qu'ils ont créée vis-à-vis de l'économie chinoise et le développement de l'arme nucléaire restent deux grands facteurs de guerre pour l'impérialisme états-unien s'il veut affaiblir son concurrent chinois et renforcer sa domination dans la région. Mais pour l'instant, encore une fois, la diplomatie iranienne ne se sert pas d'un événement fort pour pousser à la guerre. Et est-ce que cela veut dire que ce sera toujours le cas? Eh bien non, d'où l'importance de rester informé sur la situation. Et d'ailleurs, si tu viens d'apprendre des choses, que tu trouves notre travail pertinent, eh bien tu peux nous soutenir, on est en fin de cagnotte participative, tous les liens sont en description. Merci beaucoup. Allez, passons maintenant au bref.
Hier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt internationaux contre 3 représentants du Hamas et contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que son ministre de la Défense. Le procureur de cette juridiction internationale affirme avoir des preuves de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par ses responsables politiques, tels que de priver des civils de nourriture et d'eau et de les bombarder. Alors que plus de 40 000 morts sont déjà à déplorer dans la bande de Gaza, l'État français dit soutenir le tribunal dans cette action judiciaire. Contrairement aux États-Unis, dont le président Joe Biden se dit scandalisé par ces réquisitions. Alors il y a peu de risques que ces mandats soient effectivement appliqués, Israël n'ayant pas pleinement reconnu la Cour pénale internationale et les décisions de la Cour ne s'y appliquant donc pas. Comme aux États-Unis d'ailleurs, ce qui sauvera sûrement Joe Biden lui-même d'une condamnation pour complicité de ces crimes commis par l'État israélien. On change de territoire puisque ce week-end, l'État français a envoyé ses troupes en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Alors depuis quelques jours, il y a une réforme macroniste du corps électoral sur ce territoire qui a mis le feu aux poudres, et on en a déjà parlé d'ailleurs dans quelques vidéos. Les révoltes qui ont eu lieu ont donc déjà leur réponse. D'abord, des affrontements ayant déjà causé 6 morts, puis cet envoi, dimanche 19 mai, de forces armées. Le ministre de l'Intérieur français Darmanin se félicite du démantèlement de plus de 70 barrages sur les routes de l'île. Mais d'autres mesures ont été mises en place, comme le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements. Plus original et contesté, le gouvernement a instauré un bannissement de l'application TikTok, une violation de la liberté d'expression et d'information qui fait déjà l'objet de recours, notamment parce qu'elle laisse présager un traitement similaire des futures manifestations et révoltes sur tout le territoire français. Et parce que ce sont quand même, faut se le dire, des méthodes de dictature et que l'État français y a de plus en plus recours. Le Monde a révélé un rapport de l'UNEDIC, l'organisme qui gère les assurances chômage en France. Ce rapport a étudié les conséquences des hypothèses présentées par le gouvernement dans la future réforme qu'il prépare. Selon eux, un chômeur sur 3 verrait ses allocations baisser ou être tout simplement supprimé par cette modification de l'accès prévue pour faire encore et toujours plus d'économies. Alors sur internet, la mobilisation contre les massacres à Gaza a pris une tournure très intéressante depuis le Met Gala. Vous savez, c'est cet événement de levée de fonds pour le musée du Met, c'est un dîner aussi très prestigieux, où les stars affichent ostensiblement leur richesse. Rien que le ticket d'entrée coûte 75 000 $. Voilà, c'est même pas ce que se font la majorité des gens en 1 an de salaire. Donc voilà, les gens ont trouvé ça assez indécent, surtout qu'en même temps, il y avait une offensive à Rafah, et qu'on peut parler aussi du génocide qu'il y a au Congo, ou de la guerre au Soudan, par exemple. Et que ces gens, ces célébrités, avec toute leur influence, leur capital d'influence, en fait, pourraient pousser à l'action ou soutenir des millions de personnes contre la guerre. Alors les internautes ont lancé le mouvement Blockout, qui consiste donc à bloquer des célébrités qui ne se sont pas exprimées sur ces sujets-là. Et les chiffres montrent un soutien massif sur le web. Il y a Beyoncé qui a perdu 400 000 followers en quelques jours, Dwayne Johnson qui en a perdu 300 000, et Kim Kardashian 3 millions je crois à peu près. Voilà, donc c'est une action qui peut sembler ridicule, mais qui touche en fait assez directement au portefeuille, puisque c'est la réputation de ces personnes qui font leur partenariat avec des marques et qui font donc leur richesse. Et alors que cette réputation est écornée, eh bien ce sont des millions de dollars de budget marketing qui vont être réorientés hors de la poche de ces stars, un peu trop silencieuses sur les massacres. Tandis que i24 News, là, la télé israélienne qui a une antenne en France, elle est parfois un peu trop bavarde. Je sais pas ce que vous en pensez. Il s'exprime sur le Telegram, affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad, il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que c'est vrai ou pas, bien entendu, comme ça fait partie de ces rumeurs qui circulent. C'est là-dessus que nous terminons notre vidéo. Alors merci à tous ceux, toutes celles qui nous soutiennent en contribuant à notre cagnotte ou en postant un commentaire. Passez tous une bonne soirée et puis bon, on se dit à demain 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Ciao!